le populisme s'installe dans la durée, au plus profond de nos sociétés, est en train de modifier toutes les formes de pratique de la politique. Dans toute démocratie, il y a une potentialité populiste, mais il y a un pays où c'est particulièrement fort, c'est la France. La Pologne, la France et l'Italie. 2027, dans ces 3 pays, on va avoir 3 élections absolument cruciales pour le devenir de ces 3 pays, mais pour le devenir de l'Europe. Marc Lazare, je le connais depuis longtemps, très longtemps. On était au lycée ensemble. À l'époque, on ne savait pas encore que l'un deviendrait journaliste, l'autre historien, politologue et spécialiste de ce mot qui hante aujourd'hui toutes les démocraties, le populisme. Marc Lazare a passé sa vie à observer la politique avec les outils de l'histoire et de la sociologie. Il est devenu l'un des plus grands spécialistes de l'Italie, ce laboratoire politique européen qui préfigure souvent les grandes mutations du pouvoir. Dans cette conversation sur cette chaîne dédiée aux enjeux géopolitiques, nous allons essayer de comprendre ce que signifie vraiment ce mot populisme que l'on emploie tous, souvent trop vite. Populisme de droite, populisme de gauche. Où commence le populisme? Où s'arrête la démocratie? De la France à l'Italie, de Boulanger à Trump, de Berlusconi à Giorgia Meloni, à quel moment bascule-t-on vers autre chose? Bonjour Marc. Bonjour Pierre. Est-ce que tu peux d'abord te présenter? Oui, je suis professeur émérite à Sciences Po. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord émérite? Très souvent, les gens ne comprennent pas trop ce que ça veut dire. Quand on part à la retraite, ce qui m'est arrivé en 2022, dans les universités, on peut donner ce titre d'émérite parce qu'on est supposé avoir eu beaucoup de mérite durant sa carrière, ce qui permet de continuer à faire des activités de recherche, de siéger dans des jurys de thèse, par exemple, mais pas de prendre de nouveaux doctorants, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, je suis professeur émérite à Sciences Po d'histoire et de sociologie politique. D'accord. Et tu as été à Sciences Po longtemps? Oui, j'étais longtemps à Sciences Po. Avant, j'ai eu d'autres postes dans l'université. Je suis passé par le CNRS. D'abord, j'ai eu 7 années dans l'enseignement secondaire comme professeur d'histoire et de géographie. Et ça a été une très très belle expérience dans plusieurs établissements scolaires. Puis ensuite, j'étais à l'Institut universitaire européen de Florence, qui est une structure qui dépend de l'Union européenne, et qui accueille soit des doctorants, soit ce qu'on appelle maintenant des post-docs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Des gens qui, après leur thèse, continuent des recherches. Puis après, j'étais au CNRS, puis à la Sorbonne, puis à Nanterre, et enfin à Sciences Po pendant effectivement longtemps. Alors pourquoi je t'ai invité? D'abord parce qu'on se connaît depuis longtemps. On était au lycée ensemble. Tout à fait. Ça marque. Hier, voilà. Et tu viens de publier un livre qui s'appelle « Pour l'amour du peuple » chez Gallimard. C'est une histoire du populisme en France, 19e, 21e siècle. Et le sujet, je trouve, est très intéressant. Alors toi, tu es un vrai spécialiste de cette question du populisme. Cette histoire, elle est hyper fouillée et elle est passionnante. Mais tu avais déjà publié d'autres livres avant, Peuplocratie, un mot difficile à prononcer, qui était déjà une approche de cette question dont on va parler, qui est celle du populisme. Et tu es surtout spécialiste de l'Italie, qui est un laboratoire politique extraordinaire en Europe. Mais avant d'entrer dans le détail, il y a un problème auquel on se heurte toujours, et moi en tant que journaliste, je l'ai en permanence, c'est la définition du populisme. C'est-à-dire, c'est un mot qu'on utilise assez facilement, surtout ces dernières années, et on n'est jamais 100% sûr qu'on l'utilise à bon escient. Et en particulier, par exemple, la différence entre populisme de droite, populisme de gauche, est-ce que c'est le même phénomène? La différence ou la frontière entre le populisme et l'extrême droite, est-ce que c'est la même chose? Voilà. Est-ce qu'on peut commencer par la question de la définition qui est, je pense, une bonne manière d'entrer dans le sujet? Non, tu as raison, c'est une question particulièrement complexe, cette histoire du populisme, et donc il faut essayer de donner une définition. Il y avait un grand historien qui s'appelait Lucien Febvre, qui disait toujours « toute histoire commence par l'histoire d'un mot ». Alors je ne vais pas faire l'histoire du mot populisme, mais effectivement je crois qu'il faut essayer de le définir. C'est compliqué, d'ailleurs il y a un débat dans le monde académique, dans le monde scientifique à propos de cette notion de populisme, parce que le mot est employé à tort et travers. Allez, je vais être un peu polémique, parfois par vous les médias et les journalistes. Ce que je comprends, ce n'est pas une critique, puis ce serait quand même assez mal éduqué de ma part, alors que tu m'invites de taper sur les journalistes, mais je comprends, vous êtes dans l'urgence toujours,
quand vous faites des papiers, vous avez un nombre restreint de signes à respecter, il faut le savoir, notamment pour les plus jeunes qui éventuellement nous écoutent. À la radio, le temps est limité, et donc vous allez dire populiste, sans définir le mot. Le mot est aussi instrumentalisé politiquement. Dans la compétition politique, il y a un leader, un responsable politique qui va accuser un autre d'être populiste, l'autre va s'en défendre, ou au contraire, maintenant, certains d'entre eux disent « oui, je suis populiste, parce que moi, au moins, je suis près du peuple ». Et du coup, il y a une alternative qui s'est ouverte dans le monde académique, dans le monde scientifique. La première, c'est de dire le mot est trop vague, trop flou, trop piégeux, trop instrumentalisé justement, donc on ne va pas l'employer. Alors c'est vraiment des gens très minoritaires, mais vraiment qui sont très actifs. Et puis il y a un autre courant auquel j'appartiens, un autre courant scientifique, un autre courant universitaire qui dit confrontons-nous à ce mot. Alors si on essaye justement de donner une définition, je crois qu'il y a 3 grandes acceptions du mot, 3 définitions possibles. La première, c'est de dire que le populisme, c'est une sorte d'idéologie, alors très différente de celle qu'on a connue dans le passé, qui parfois continue d'exister, comme le conservatisme, le socialisme, le libéralisme, qui en général ont des auteurs de référence, des textes fondateurs. Donc là, c'est une idéologie très souple, très labile, très plastique, et qui oppose, qui repose sur l'idée, d'un côté, il y a un peuple vertueux, bon, possesseur par lui-même de vérité, contre une minorité qui constitue ce qu'on appelle des élites, qui dominent le peuple, qui complotent contre le peuple, qui sont corrompus, qui font semblant d'avoir des différences au moment des élections, mais qui sont tous les mêmes. Ça, c'est la première définition possible du populisme. Puis il y a une deuxième définition qui consiste à dire que c'est une forme de stratégie qui repose sur un certain style. Alors stratégie pourquoi ? Pour conquérir le pouvoir ou pour le gérer dans certains cas, et qui repose justement sur ce qui est un des principes de la vie politique, mais poussé à l'excès, de la démagogie, du schématisme, du simplisme, et surtout avec une idée fondamentale dans la démocratie, c'est qu'on ne va pas se comporter avec des adversaires, c'est-à-dire avec lesquels on est en compétition mais qu'on respecte, mais on va stigmatiser et essayer d'éliminer des ennemis. Alors, parfois, dans le passé, ça a pu passer par la violence. Aujourd'hui, ce n'est pas une violence, c'est pas toujours une violence physique, c'est plutôt une violence qu'on va appeler symbolique. Il faut détruire, puisque précisément celui qui est populiste dit « moi je représente et j'incarne le peuple, toi tu n'es rien ». Donc il faut éliminer cet ennemi. Et c'est un certain style, c'est-à-dire qu'on va, pour le leader notamment, car tout populisme en général a un leader, on va revenir, s'incarne à travers une personne, eh bien c'est un certain style qui est supposé faire peuple, parler d'une certaine façon, s'habiller d'une certaine manière, et être en rupture avec les conventions qui, jusqu'ici, de moins en moins vrai d'ailleurs, étaient fondées sur une certaine retenue, une forme de langage policé, de faire attention aux paroles et aux mots qu'on utilisait. Puis il y a une troisième définition, qui est que le populisme serait en quelque sorte l'expression d'une culture du bas, d'une culture populaire contre la culture des élites, contre la culture dominante. Alors si tu prends ces 3 acceptions, tu peux ensuite essayer à chaque cas que tu vas étudier de voir si c'est plus ou moins proche de cette définition. Parce qu'en fait, on part dans des directions relativement opposées, parce que l'idéologie, ça fait appel à quelque chose, une pensée structurée, des références, etc. Le style, c'est un style, c'est pas forcément des idées très précises, et donc parfois les deux peuvent s'opposer. Enfin, il faut choisir à un moment son camp. Est-ce que c'est celui de l'idéologie ou celui du style? Oui, c'est vrai, mais on peut aussi, on a dans beaucoup de cas de populisme dans le présent ou dans le passé, de gens qui arrivent à combiner les deux. Mais cette idéologie, attention, effectivement, elle est très souple. C'est l'idée peuple contre élite, mais après ça varie, et ça varie par rapport à ce que tu as abordé, mais qu'on va aborder, parce qu'il y a des populismes, par exemple, de droite ou de gauche. Donc, en quelque sorte, je vais le donner une image, cette forme d'idéologie peut, en quelque sorte, se marier ou se paxer avec ce qui reste d'idéologie du passé. Tu as cité, par exemple, l'idéologie de l'extrême droite ou l'idéologie de l'extrême gauche. Donc, encore une fois, c'est très labile et c'est très pragmatique. Sauf qu'on a 2 exceptions contemporaines où le populisme essaye justement de se structurer. La première, elle est au cœur de l'Europe, elle est celle que tente de faire le Premier ministre hongrois Viktor Orban,
Viktor Orban fait une série de discours où il essaye véritablement de poser des formes de doctrine et qui reposent sur un triptyque qu'on retrouve aussi en Italie, Dieu, famille, patrie. Voilà, son idée à Orban, c'est que l'Europe est menacée. Menacée par quoi? Par l'invasion migratoire et notamment l'islam. Et donc, il faut défendre les valeurs traditionnelles, Dieu, donc la chrétienté, la famille et puis la patrie, la nation. Qu'on retrouve dans la récente mise en cause de l'Europe par l'administration Trump. Exactement, on y reviendra. L'effacement civilisationnel, c'est sur ces sujets. Exactement. Donc là c'est des idéologies qui donc sont assez souples et qui essayent de se structurer parfois. Et puis, de l'autre côté, à gauche, ça a été la tentative, plus que la tentative, des écrits d'un philosophe argentin qui est décédé maintenant, qui s'appelait Ernesto Laclau, et de sa compagne Chantal Mouffe, qui est une philosophe belge, qui ont écrit des livres sur le populisme de gauche, la nécessité d'avoir un populisme de gauche, parce qu'ils sont philosophiquement inspirés par un penseur qui a été à l'origine de beaucoup de controverses, allemand, qui s'appelle Carl Schmitt, qui a été accusé d'être proche du nazisme, et qui considère que la politique, c'est l'opposition entre des amis et des ennemis. Et donc, à partir de ça, eh bien, effectivement, le populisme de gauche, alors en Espagne avec Podemos, en France avec la France insoumise, essaye de donner une forme de rigidité un peu plus forte à cette idéologie. Donc voilà, le populisme, c'est un certain type d'idéologie, un certain type de stratégie et de style, et peut-être l'expression d'une forme de culture populaire. Ce qui est surprenant, je prends la première phrase de ton livre, et j'avoue qu'on a parfois l'impression que ce sont des phénomènes récents, relativement récents. Or, tu commences en disant « En Europe, la France est le berceau du populisme et l'une de ses terres de prédilection. Et tu remontes au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un phénomène nouveau, on parle d'un phénomène qui a connu des formes et des incarnations différentes, mais qui court finalement maintenant sur 150 ans. Oui, alors en fait, le populisme naît en Russie, avec ce qu'on a appelé le mouvement des narodniki, c'est-à-dire ces intellectuels russes qui, contre l'autocratie et la dictature tsariste, voulaient aller du côté des moujiks, c'est-à-dire des paysans russes, pour justement organiser le soulèvement du peuple. Ils ont été très mal accueillis par ces paysans, parfois à coups de fourche, et qui ne comprenaient pas du tout qu'est-ce que venaient faire ces intellectuels qui en appelaient au bon sens du peuple. Et puis, on a un autre exemple, à peu près à la même époque, à la fin du XIXe siècle, aux États-Unis, avec un parti qui s'appelle le People's Party, donc qui a pris aussi le nom parfois de Populist Party, donc le parti du peuple, et qui était un mouvement venu en partie des paysans contre les grands trusts américains. En France, j'ai fait un anachronisme, et je l'assume et je le justifie, parce que justement j'ai proposé une définition. Il y a un grand développement dans ce livre autour de cette notion de populisme, parce que en fait le mot populisme, figure-toi, apparaît en 1929, mais pour un mouvement littéraire. Dans un journal qui s'appelait L'Œuvre, il y a deux personnes qui ont proposé un manifeste disant « Écoutez, on trouve trop dans la littérature des figures de bourgeois ou d'aristocrates, il faut faire une plus grande place au peuple », même si dans des romans du 19e siècle, on évoquait parfois le peuple. Mais là, il y a eu cette idée qui a donné naissance à un prix littéraire du roman populiste, et d'ailleurs le premier romancier qu'il a eu est Eugène Darby, qui a, avec son livre Hôtel du Nord. Et puis l'année suivante, par exemple, Jules Romain, avec Les Hommes de bonne volonté, cette formidable fresque historique et littéraire, a eu aussi le prix populiste. Le mot populiste va apparaître en fait avec un mouvement qui s'appelle le mouvement poujadiste, donc dans les années 50. Mais moi, à partir de ma définition, j'ai pensé effectivement qu'on pouvait recommencer cette histoire du populisme en France au général Boulanger. Alors, il y a eu des tas d'écrits. Moi, ici, j'en ai fait une synthèse, même si j'ai été chercher des textes de Boulanger lui-même. Mais on a des historiens qui se sont intéressés, dont un qui s'appelle Bertrand Joly, qui a fait un remarquable livre sur le moment boulangiste, et qui s'appelle, le sous-titre du livre, c'est « Aux origines du populisme ». Donc, je ne suis pas le seul à considérer que le phénomène Boulanger relève du populisme, mais même qu'il a été, j'ai employé un grand mot, matriciel. C'est-à-dire que véritablement, on a là une expérience qui a pu parfois connaître d'autres répliques, en quelque sorte, dans l'histoire. Le général Boulanger, en quelques mots, c'est un général qu'on surnommait le général Revanche. N'oublions jamais que la France avait perdu la guerre contre la Prusse. Bon, c'est une humiliation nationale. Ce général était très populaire. Il a été nommé comme ministre de la guerre de cette Troisième République naissante, encore un peu chaotique, et dans une situation de défiance politique qui est en train de se manifester, de crise économique, justement de secousses et de traumatismes culturels et identitaires à cause
de la défaite française, va connaître un succès prodigieux de popularité, va faire une des premières véritables campagnes de propagande moderne, parce qu'il avait été aux États-Unis, il avait été marqué par les campagnes présidentielles américaines, et un de ses proches aussi, va introduire des techniques modernes, mais par exemple ici, on enregistre cela ici à Paris, mais dans Paris, il y avait toute une série de personnes qui se reconnaissaient dans le général Boulanger, et ça a mis en danger la République pendant 3-4 ans, en regroupant des gens très différents du peuple contre justement les institutions de la Troisième République, alors que le général Boulanger se proclamait républicain lui-même. Donc il parlait à un peuple, il en appelait au peuple, contre les parlementaires, et l'idée c'était dissolution de la, justement de la Chambre des députés, révision de la Constitution et constituante pour essayer de créer une nouvelle Constitution de la République. Un autre moment fort dont tu parles, c'est les années 30, c'est-à-dire et ça pose une question, est-ce que les mouvements d'extrême droite, puisque les années 30 c'est beaucoup les ligues factieuses, etc., est-ce qu'ils sont nécessairement populistes? Alors, à des degrés différents, oui. Oui et non. C'est ça, la réponse est un tout petit peu complexe. Alors, en fait, il y a beaucoup de ligues, de ces formations d'extrême droite, qui sont donc d'extrême droite, mais qui en même temps en appellent très souvent au peuple. Alors, ouvertement, il y en a un, on peut prendre dans les différents cas qu'on a, le cas de Jacques Doriot, et qui crée le Parti populaire français. Alors, Jacques Doriot, c'est un cas très intéressant. Qui sera collaborateur qui finira comme collaborateur et qui mourra avec l'uniforme allemand à l'issue à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et Doriot, au départ, est un communiste. Il est en dissidence, il va s'affronter au secrétaire général du Parti communiste français de l'époque, qui s'appelle Maurice Thorez, et va donc créer son propre parti. Il va en appeler au peuple, effectivement, avec sans doute, c'est celui qui est le plus proche de l'exemple du fascisme italien, incontestablement. Le colonel de Larocque et les Croix de Feu, c'est un cas beaucoup plus complexe, parce que d'un côté, il y a une critique du Parlement, en même temps, il voudrait une forme de rationalisation du Parlement, il en appelle au peuple, mais un peuple guidé par les élites qu'il représentait, et que les Croix de Feu, c'est-à-dire au départ, c'était les soldats de la Première Guerre mondiale, et notamment les corps d'élite, même si ça s'est ouvert progressivement à d'autres populations, mais c'est l'idée d'un peuple, mais qui est encadré en quelque sorte par un homme comme le colonel de Larocque, qui lui était très différent dans son style justement de Jacques Doriot. Jacques Doriot, c'était un homme qui justement parlait directement au peuple, qui suait beaucoup, tombait la veste, parfois des choses qu'on ne pratiquait pas normalement. Le colonel de Larocque était beaucoup plus respectueux des formes. Donc voilà, il y a des variantes de populisme. Tout l'effort de ce livre, c'est justement d'apporter de la nuance à chaque fois et de cibler toutes les variations que prend cette notion de populisme qui, je le reconnais, est confuse. Et en même temps, et si tu me permets, je voudrais bien faire comprendre pourquoi c'est important de se confronter à cette notion en faisant, si tu veux bien, une comparaison avec une autre période sur un autre sujet et une autre notion. Dans les années 30, en Europe, un certain nombre d'intellectuels constatent qu'il y a quelque chose qui s'appelle le communisme soviétique et bientôt stalinien, à partir de la fin des années 20, le fascisme italien à partir de 1922, autour de Benito Mussolini, et puis à partir de 1933, le nazisme a fait qu'Adolf Hitler. Et ces gens se disent, mais ce n'est pas exactement des dictatures telles qu'on les a connues jusqu'ici. Il y a quelque chose de nouveau là. Ce n'est pas tout ce qu'on a connu dans l'Antiquité ou dans des périodes plus récentes. On est gêné. Et en Italie, germe un mot qui vient d'ailleurs d'un libéral italien au départ, de l'adjectif totalitaire. Voilà un État totalitaire. Et ça va devenir, après la Seconde Guerre mondiale, une notion, le totalitarisme. Eh bien, ce que j'affirme, ce que je plaide, ce pourquoi je plaide, c'est que nous sommes confrontés à, justement, il y a quelque chose de nouveau. Marine Le Pen, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, Giorgia Meloni, Viktor Orban, Donald Trump. Et on voit bien que ce n'est pas exactement ce qui relève de catégories politiques traditionnelles. D'où la possibilité de désigner cela par un mot, populisme, avec toutes les difficultés, effectivement. Mais en même temps, je crois qu'on peut avoir un côté tranchant et arriver à chaque cas d'étude de dire là, c'est plutôt une idéologie, là c'est plutôt une stratégie, un style populiste, là c'est plutôt l'expression d'une culture populaire. Voire les trois à la fois. C'est ça qui est compliqué à comprendre effectivement, c'est que
il n'y a pas un moule unique, il n'y a pas une... ou même, il n'y a même pas des variantes, comme le communisme, par exemple, a connu plusieurs variantes, mais il y a une structure et une référence idéologique commune, etc. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus flexible. Et tu prends l'exemple, peut-être le dernier qu'on va prendre dans l'histoire, mais qui, moi, m'a beaucoup amusé, intrigué, c'est les maoïstes en France. Et évidemment, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là dans cette histoire? Et avec un moment très particulier qu'on a largement oublié dans l'histoire française, mais qui est le moment Gérard Nicou. Oui. Et Nicou était le porte-parole d'une révolte de petits commerçants, d'artisans contre la fiscalité. Et les maoïstes se sont emparés de cette affaire et ont été le fer de lance de Gérard Nicou, dont la personnalité et la pratique, les membres de son réseau, etc., étaient aux antipodes du maoïsme, évidemment. Et là, il y a quelque chose d'assez étonnant. Alors, effectivement, c'est une flambée, hein, c'est ce que j'appelle des flambées, une poussée populiste qui disparaît rapidement. Et ça, c'est aussi, avant que je réponde précisément à cette question, un élément important. Dans le passé, les populistes que nous avons connus en France, c'est des moments, c'est des poussées soudaines et qui très rapidement disparaissent. Tandis que la grande transformation dans laquelle nous sommes, dans le monde dans lequel nous sommes, ou dans la période dans laquelle nous sommes, en France comme en Europe et dans le monde, c'est que depuis les années 80-90, en tout cas pour la France, et puis dans d'autres pays un peu plus tard, le populisme s'installe dans la durée, au plus profond de nos sociétés, est en train de modifier toutes les formes de pratique de la politique. Alors, les maoïstes, peut-être pour les plus jeunes, je crois qu'il faut rappeler ce que c'est, parce que toi et moi, on sait ce que c'est, on a connu ça, c'est le problème, c'est le privilège de l'âge. Il faut savoir que dans les années 60, il y a un conflit entre deux grands pays qui se réclament du communisme, l'URSS d'un côté et la Chine, et notamment la Chine du grand dirigeant Mao Tse-tung, que tu as bien connu, puisque bien sûr. Mais tu as été en Chine, donc tu connais ça mieux que moi. Effectivement, dans plusieurs pays européens, dont la France, il y a des jeunes militants qui sont communistes, mais qui vont regarder plus du côté de la Chine parce qu'ils considèrent que l'URSS ou le puissant parti communiste français de l'époque, parce qu'il faut rappeler aux jeunes générations qui en général ne le savent pas toujours, que le parti communiste français a été particulièrement puissant. Jusqu'à 25% des voix. Exactement, et premier parti en France après la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1958, et premier parti de la gauche pendant 20 ans, de 58 à 78. Et ces jeunes militants, d'ailleurs très souvent d'une institution de prestige, prestigieuse en France, l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, donc un des grands établissements de la République, vont regarder du côté de la Chine et contester ce révisionnisme, comme il disait à l'époque, c'est-à-dire ce réformisme du Parti communiste français, et vont défendre un marxisme-léninisme pur et dur, inspiré par la Chine. Ça, c'est avant 1968. Puis éclatent ce qu'on appelle pudiquement les événements de mai-juin 68, c'est-à-dire des grands mouvements en France, et ces organisations vont être dissoutes comme d'autres organisations d'extrême gauche par le pouvoir gaulliste, mais elles vont se reconstituer avec un autre nom, Gauche prolétarienne, et surtout donner naissance à un journal qui s'appelle La Cause du Peuple. Alors, c'est pas parce que vous appelez ou que tu appelles un journal La Cause du Peuple que tu es populiste, bien évidemment, mais eux, progressivement, vont se détacher d'une forme de marxisme et considérer qu'il faut essayer d'aller vers le peuple. Et ça fait penser aux intellectuels russes. C'est-à-dire comment aller au peuple. Il y a deux façons. D'abord, il fallait aller du côté des ouvriers. Donc, ils vont faire une politique dite d'établissement. Donc, il y a des intellectuels qui vont renoncer à leur carrière d'intellectuel. Le plus célèbre s'appelle Robert Linhart, qui a raconté son expérience dans un livre qui s'appelle L'Établi, qui a été porté au cinéma. Et ils vont travailler avec des ouvriers pour essayer de prêcher, en quelque sorte, la bonne parole. Puis c'est un échec assez flagrant, à part quelques exceptions, parce qu'à l'époque, justement, le Parti communiste français et la CGT verrouillent véritablement la classe ouvrière. Donc il faut aller vers le reste du peuple, c'est-à-dire les paysans, tout ce qui se révolte. Et c'est ça l'idée, c'est puisque ça vient du peuple, le peuple a raison, et donc Gérard Nicou, petit commerçant de la Tour du Pin, slogan maoïste, on a raison de se révolter. On a raison de se révolter, absolument. Le paysan voit juste. Enfin, il y a des formules tirées du petit livre rouge qui était le bréviaire des maoïstes, qui font que ces maoïstes vont se proposer leur service à toute révolte venue du peuple, dont ce paradoxe,
ce mouvement qui avait été créé par donc, un petit commerçant qui s'appelle Gérard Ronicou, qui était dans le département de l'Isère, à la Tour du Pin, et qui se révoltait contre la fiscalité. Et les maoïstes vont aller prêter main forte, y compris dans des affrontements violents avec les forces de l'ordre, pour expliquer le peuple est là, donc on va du côté du peuple. Et par exemple, beaucoup de ces militants maoïstes et beaucoup de leurs dirigeants ont été réprimés, ils ont été condamnés. Et il y a eu un procès d'un homme célèbre, d'un dirigeant célèbre qui s'appelle Alain Gespard, qui d'ailleurs est toujours vivant, qui ensuite a eu une longue carrière. Et le mot d'ordre des maoïstes à l'époque, c'était procès Gespard, procès du peuple. Donc Alain Gespard était supposé incarner le peuple. Alors il faut bien préciser aux auditeurs qui n'ont pas connu cette période ou qui ne connaissent pas ça, que c'était très limité. Ça a eu beaucoup d'agitation, ça fait beaucoup d'agitation, on dirait aujourd'hui beaucoup de buzz, mais ce n'est pas grand-chose. Mais ça fait penser un petit peu au mouvement des Gilets jaunes, sur lequel la France insoumise, par exemple, a essayé de et surfer, le RN aussi, et le RN. Et le RN, mais l'analogie avec les maoïstes se ferait avec LFI, qui a essayé de se greffer sur un mouvement de révolte qui ne venait pas nécessairement de la gauche. Alors, j'y consacre un chapitre entier aux Gilets jaunes. Je qualifie ça de populisme sociétal parce que c'est un vaste mouvement social qui exprime une angoisse terrible, une colère, une insatisfaction complète, qui part d'ailleurs d'un problème fiscal. L'essence, la fiscalité de l'essence. Exactement, ce que le Premier ministre Édouard Philippe avait imposé. Je pense d'ailleurs que ça lui servira un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock si jamais il a d'autres ambitions, parce que beaucoup de gens se souviendront de ça. Vaste mouvement de protestation, de détresse sociale. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est le mot d'ordre que beaucoup de ces gilets jaunes proclamaient, qu'ils écrivaient sur leurs gilets que j'ai étudiés, parce qu'il y a toute une enquête que j'ai faite sur les gilets jaunes, justement, mais les gilets au sens de la chasuble qu'ils portaient, et c'est « nous sommes le peuple ». Et donc, c'est l'idée, nous sommes le peuple, tout le reste, vous n'êtes rien du tout. Donc voilà, il y a des variantes de ce populisme, bien sûr, mais mon idée fondamentale, c'est qu'en France, et ça c'est comme partout d'ailleurs, le populisme, ce n'est pas le problème. C'est l'expression d'un problème. Ça, c'est vraiment fondamental, parce que très souvent on dit « il y a un problème populiste ». Non, s'il y a du populisme, c'est qu'il y a un problème. Et en France, il y a un problème particulier, c'est qu'il y a une tension depuis la Révolution française, d'où les citations de Robespierre au début dans ce livre, entre d'un côté l'expression de la souveraineté populaire, oui, évidemment, la démocratie repose sur la souveraineté populaire, et la représentation. Et en France, à cause de la tradition rousseauiste en particulier, donc de Jean-Jacques Rousseau, il y a l'idée qu'à partir du moment où on délègue le pouvoir, la trahison n'est pas loin. Voilà. Et ça, c'est un problème particulier à la France. Dans toute démocratie, il y a une potentialité populiste. Dans toute démocratie, il y a une potentialité populiste, mais il y a un pays où c'est particulièrement fort, c'est la France. Alors, changeons de pays. Bien sûr. Allons en Italie. Franchissons les Alpes. Allons en Italie. Donc tu as un tropisme italien particulier. D'ailleurs, tu pars bientôt enseigner à Rome, je crois. Absolument. Pendant plusieurs mois. Donc tu as consacré plusieurs livres aux années de plomb, qui étaient les années du terrorisme en Italie, et à Berlusconi, qui est une incarnation de ce populisme. Mais je voudrais qu'on parle d'un mouvement qui a marqué les esprits à un moment, dont on parle beaucoup moins aujourd'hui, évidemment, parce qu'il est retombé, mais il a eu son heure de gloire un peu comme une incarnation de quelque chose de nouveau, d'imaginatif dans le paysage politique un peu sclérosé. C'est le mouvement des 5 étoiles, les Cinque Stelle. Et tu peux peut-être nous raconter un peu parce que il y avait tout, là. Il y avait l'incarnation autour d'un personnage, Beppe Grillo, qui est un humoriste. Il y a des méthodes de démocratie directe nouvelles. Et il y a eu un moment 5 étoiles en Europe, même au-delà de l'Italie. Alors, effectivement, le cas du mouvement 5 étoiles est très intéressant parce que c'est peut-être le seul exemple d'un populisme quasi pur, mais vraiment quasi pur, qui correspond à toutes les définitions qu'on peut trouver dans tous les livres de sciences politiques, de sociologie, d'histoire consacrés au populisme. C'est l'exemple presque parfait. Alors effectivement, dans un contexte de grande crise politique en Italie, de défiance politique importante, aussi dans un pays qui, à partir de la crise des subprimes, donc 2008, va connaître une situation de crise économique et sociale particulièrement forte, dans un moment aussi où l'Italie s'interroge beaucoup sur elle-même pour au moins 4 raisons. D'une part, comme partout, la globalisation, l'européanisation,
plus deux éléments particuliers, la progression depuis les années 90 d'une ligue qui s'appelait au départ la Ligue du Nord et qui voulait séparer l'Italie avec quasiment une autonomie, voire une indépendance. Les riches au nord, Exactement. Qui refusent de payer pour les pauvres au sud. Exactement, même si cette formation va se transformer à partir de 2013 sur le modèle du Front National en France, mais en tout cas, au début des années 2000, elle était encore sur cette position. Et puis, un choc migratoire considérable en Italie, ce pays qui connaît un grand déclin démographique, voit arriver une masse d'immigrés progressivement. La date tournant, c'est 1975, il y a plus d'immigrés que d'émigrés, mais surtout au début des années 90, avec la chute du mur et donc des pays communistes, des Albanais. Les Albanais, il y a des voilà. images célèbres de bateaux d'Albanais. À Paris, absolument. Oui. Et puis après, 2011, plus tard, le printemps arabe et l'arrivée massive dans des conditions dramatiques en Méditerranée, va surgir un personnage truculent, trublion, incroyable, qui s'appelle Beppe Grillo, qui était une vedette de la télévision et qui attaquait très durement les politiques, au point que la RAI, la télévision publique, l'avait chassé. Mais il était très populaire en Italie et il fait véritablement, moi je me rappelle, c'était en Italie en 2007, j'étais effectivement à Rome pour une année sabbatique, comme on dit, et il remplissait les piazze, les places, les rues, enfin, il faisait des happenings en quelque sorte, et c'était fabuleux. Et il agrégeait toute une population qui voulait exprimer son dégoût de la politique. Et moi, je me rappelle même mes étudiants, pourtant d'universités dites d'excellence, très sélectives, quasiment tous mes étudiants regardaient du côté du mouvement 5 étoiles. C'était à la fois anti-politique et politique. Au début, ça apparaissait presque comme une farce. Tu sais, je me rappelle, moi j'avais fait un article pour un quotidien avec lequel je travaillais, La Repubblica, en esquissant une comparaison avec Coluche. Voilà. Ouais, mais c'était beaucoup plus sérieux que ça. Et tu as raison, progressivement, cette contestation s'est transformée en un mouvement, attention, pas en un parti, parce qu'il critiquait tous les partis politiques, et qui décide, effectivement, 5 étoiles, alors il y avait plusieurs orientations possibles, mais c'était très bizarre parce que c'était à la fois de droite, de gauche et autre chose. Alors, de droite, par exemple, sur l'immigration, ils étaient très fermes contre l'immigration clandestine, de gauche parce qu'ils proposaient des augmentations pour les salaires les plus bas. Il faut savoir que l'Italie est un des pays avec les plus bas salaires de toute l'Union européenne, et puis aussi des propositions un peu écologiques, et notamment l'idée d'avoir un service d'eau publique, l'eau qu'on boit, qu'on consomme. Bon. Et donc c'était très, très divers et varié. Mais c'est vrai, Beppe Grillo a rencontré un type, qui faisait des prouesses informatiques, qui s'appelait M. Casaleggio, et il disait, on ne peut plus faire des partis politiques comme avant. On va inventer une autre façon de faire de la politique. Et comment faire une autre façon de faire de la politique ? Par les réseaux sociaux et par Internet. Donc c'était un mouvement qui utilisait le numérique. Absolument. Donc on pouvait adhérer au parti, au mouvement, et il y avait des plateformes comme ça de discussion. Et par exemple, quand tu étais en Italie, d'ailleurs c'est toujours vrai aujourd'hui, tu ne trouves pas le siège d'un parti. Historiquement, les partis politiques étaient très forts en Italie, et donc tu voyais le siège du Parti communiste italien, de la démocratie chrétienne, etc. Là, il n'y avait pas, tout était virtuel, et en même temps, donc c'était des pratiques de démocratie directe, et avec une volonté de bousculer les institutions. Et je me souviens d'un moment où il faisait voter, les députés, avant de voter à l'Assemblée nationale, faisaient voter les adhérents sur est-ce qu'on est pour ou contre le nucléaire, ou est-ce qu'on est pour ou contre telle ou telle loi, ce qui, moi, me semble un peu démagogique, parce que tout le monde n'a pas accès aux informations, on ne va pas lire 300 pages de rapport pour savoir si telle mesure est bonne ou pas, mais ça a fait rêver. Alors ça a fait rêver, et ça combinait justement cette horizontalité par l'intermédiaire justement de tout ce qui était numérique, et donc ça s'adressait très souvent à des gens jeunes qui sont capables et qui comprennent le fonctionnement de ce genre de choses, et la verticalité, parce que le pouvoir appartenait à Beppe Grillo, y compris en termes juridiques. Et progressivement, le mouvement s'est émancipé de ce comique qui a considéré que le mouvement lui échappait complètement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce mouvement est devenu la première formation politique dès 2013, et totalement isolé des autres partis. Et puis la grande transformation, ça a été 2018, où il y a eu des élections. Il n'y avait aucune majorité dans les deux chambres, parce qu'en Italie, on élit au suffrage universel la Chambre des députés et le Sénat. Et là,
c'est une démocratie parlementaire, l'Italie, donc qui a commencé à avoir des tractations très importantes. Et le mouvement 5 étoiles a réussi à faire un accord de gouvernement avec la Ligue d'un monsieur qui s'appelle Matteo Salvini, et qui avait transformé son propre parti d'un mouvement régionaliste, autonomiste et sécessionniste en une formation nationale. Avant, la Ligue du Nord tapait sur les terroni, c'est-à-dire les cutéreux du Sud, parlait de Roma ladrone, c'est-à-dire Rome la voleuse, et là c'était fini, le mouvement s'adressait à l'ensemble des Italiens. La Ligue avait été alliée, c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'il faut un mot d'explication. Avant les élections, elle était dans une coalition de droite avec d'autres formations, et elle va quitter cette coalition pour faire un accord de gouvernement avec le mouvement 5 étoiles. Ça a duré 1 an. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce mouvement 5 étoiles a explosé, littéralement explosé, entre deux sensibilités. Il y a une très belle expression italienne, movimentista, c'est-à-dire qui est toujours dans le mouvement, dans l'opposition, dans la radicalité. On avait dit qu'on allait qu'on allait régler tous les problèmes facilement avec telle mesure. On n'est pas en train de le faire, donc il faut mieux qu'on reste à l'opposition, il faut qu'on reste pur. Et puis ceux qui disaient ah non, en fait on s'est trompé, on avait avancé des propositions qui ne tiennent pas, il y a plusieurs contraintes, il y a les contraintes nationales, il y a les contraintes économiques, il y a les contraintes financières, il y a les contraintes européennes, et donc le mouvement a littéralement explosé. C'est la raison pour laquelle, alors qu'il avait plus d'un tiers des suffrages, il est aujourd'hui à 8%. Il a toujours un leader qui n'est plus le même, il existe toujours, mais c'est un petit mouvement d'opposition au gouvernement actuel. Oui, c'est ça, il est devenu relativement insignifiant. 8,5%, surtout dans le contexte actuel italien dont on va parler. Mais juste une dernière chose, il y a quelque chose d'assez stupéfiant dans cette trajectoire, c'est que dans toute cette histoire, c'est rare les mouvements populistes qui arrivent au pouvoir, et qui arrivent au pouvoir de cette manière électorale, légale, démocratique, par des alliances, et qui se trouvent confrontés au réel. Alors, on avait eu 2 exemples auparavant en Europe. D'abord, à la fin des années 90, en Autriche, avec un homme qui s'appelait Jörg Haider, le Parti de la Liberté, qui avait déclenché, d'ailleurs c'est très intéressant, des polémiques et des controverses énormes dans toute l'Union européenne, qui avait décidé même d'isoler l'Autriche. On l'avait boycotté, oui. Voilà, qui était à la fois un mouvement populiste et marqué très à droite. Ouais. Bon. Et ça a été un échec. Ce parti s'est effondré face, là encore, aux responsabilités de gouvernement en coalition. Et ça a été la même chose dans un pays qu'on oublie toujours en Europe, mais qui est la Finlande. Et en Finlande, il y a un mouvement qui s'appelle les vrais Finlandais, les vrais Finnois, exactement. Enfin, si on fait la traduction, que je t'épargne, car je ne parle pas, le finlandais, je ne parle pas cette langue, qui est particulièrement difficile. Et eux, ils sont arrivés au pouvoir en coalition au début des années 2011. Et là aussi, ils sont effondrés littéralement, toujours travaillés par cette tension entre ce que l'on avait promis et puis l'exercice des responsabilités. La grande transformation à laquelle on assiste ces derniers temps, c'est qu'en Pologne, en Hongrie et en Italie désormais, ces populistes, par exemple en Italie, sont depuis 3 ans au pouvoir et sont très hauts encore dans les intentions de vote. Oui, tout à fait. Et là, parlons du personnage central de cette expérience politique qui est Giorgia Meloni. Et il y a quelque chose là qui est assez surprenant quand on regarde d'un peu loin, ce qui est notre cas en France, même si on devrait regarder d'un peu plus près, c'est que quand elle est arrivée au pouvoir, on a fait des raccourcis en disant qu'elle vient du MSI, qui était le mouvement néofasciste d'après-guerre, etc. Elle n'a pas désavoué cette filiation-là, et pourtant, arrivée comme chef du gouvernement, elle devient quelqu'un de plus consensuel et qui effectivement a un des gouvernements qui dure le plus longtemps, depuis bien longtemps en Italie. Alors c'est vrai, donc Giorgia Meloni, peut-être faut en dire quelques mots, hein, c'est quelqu'un qui est relativement jeune, mais qui a une longue expérience de vie politique. Oui, tu as raison, elle commence très très jeune à faire de la politique dans l'organisation de jeunesse, dans le mouvement de jeunesse du MSI, du mouvement social italien, qui est un parti néofasciste qui a été créé
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui n'a jamais été interdit par la République italienne, même s'il y a une clause sur la reconstitution du parti fasciste, mais habilement le mouvement social italien a dit qu'il ne reconstituait pas le parti fasciste, qui était la principale organisation d'extrême droite dans toute l'Europe. Et tous les néo-fascistes ou tous les militants d'extrême droite d'Europe venaient voir le MSI tellement le parti était important. On en a un bon exemple, c'est Jean-Marie Le Pen qui a fait plusieurs voyages. Et qui a pris la flamme. Que le MSI lui a donné. Et qui lui a donné aussi de l'argent. Donc c'est le symbole du parti qui est devenu le symbole du Front National en France. Exactement, et du RN encore aujourd'hui. Absolument. Et donc, c'est vrai, et puis au moment où elle a été élue en 2022, en France, on a ressorti une vidéo sur FR3 qui avait été faite quand elle était jeune militante, et on la voyait, et elle parlait en français parce qu'elle maîtrise plusieurs langues, et elle expliquait en français que Mussolini avait été le plus grand homme d'État. Donc oui, elle a été elle vient de cette matrice. De cette matrice. Alors, elle a évolué ensuite, elle est devenue ce qu'on appelle post-fasciste, c'est-à-dire qu'elle a pris un certain nombre de distances, mais pas trop. Par exemple, son mentor, qui avait transformé le MSI en un autre parti qu'on appelait l'Alliance nationale, a été très loin puisqu'il avait expliqué que le fascisme était le mal du siècle à l'issue d'une visite du musée Yad Vashem à Jérusalem. Et il avait même dit l'antifascisme a permis la construction de la démocratie tout en déplorant le fait que, selon lui, il avait été instrumentalisé par les communistes. Elle n'a jamais dit ça. Jamais. Elle est anti-fasciste. Et puis elle est nationale conservatrice, c'est-à-dire justement la formule Dieu, famille, patrie. Voilà. Ça, c'est un élément tout à fait important chez Giorgia Meloni. Alors oui, elle a changé. Elle était pour sortir de l'Union européenne, elle était pour sortir de la monnaie unique. Elle ne dit plus ça, mais attention, puisqu'il y a une telle mélonimania en France, notamment à droite, et notamment dans beaucoup de médias, pas obligatoirement à droite. Excuse-moi Pierre, je vais faire une nouvelle critique contre les journalistes. Parfois, les journalistes un peu rapides disent elle est devenue pro-européenne. Attention, son objectif, c'est d'être dans l'Europe, à l'intérieur de l'Europe, pour transformer. Pour la changer. Voilà. Et notamment sur deux sujets sur lesquels elle est en train de gagner. Deux sujets. La politique d'immigration et l'anéantissement quasiment du pacte vert, ce qui est en train de se réaliser puisque l'Union européenne vient de décider de renoncer à l'échéance de 2035 pour les voitures électriques, pour ne plus avoir de voitures thermiques. Et elle a gagné sur ces deux points. Et elle veut récupérer plus de souveraineté nationale. Mais c'est vrai qu'elle a changé, c'est très intéressant ta réflexion, parce que ça permet de réfléchir sur, non pas l'irrésistible ascension des populistes, mais sur leur résistible ascension. Tu te souviens que Bertolt Brecht, le grand dramaturge allemand, quand il était à New York, qu'il avait dû s'exiler après le nazisme, a écrit une pièce qui s'appelle La résistible ascension d'Arturo Ui, qui était inspirée de la montée en puissance du nazisme, mais ça s'appelait La résistible ascension. C'est-à-dire que Brecht réfléchissait sur les erreurs commises par les adversaires du nazisme. Donc, je ne dis pas du tout que Giorgia Meloni est nazie, que les choses soient claires, loin de là. Et je dis d'ailleurs qu'elle n'est plus fasciste en tant que telle, même si tu as raison, elle dit toujours qu'elle est toujours fidèle au mouvement social italien. Quand on lui dit, il y a toujours la flamme, justement, dans votre parti, Frères d'Italie, elle dit, ah oui, mais ça, c'est par fidélité au mouvement social italien. Ça, c'est important chez elle. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle est obligée de prendre en compte les règles de la démocratie italienne. Et on l'oublie trop souvent. Elle est en coalition, attention, elle n'est pas seule. D'un côté, sur sa droite, elle a la Ligue, mais sur, j'allais dire, son centre droit, il y a le parti qui avait été créé par Silvio Berlusconi, qui s'appelle Forza Italia, qui est un parti, pour aller vite, un peu plus modéré. Donc, elle est obligée, même si elle est la chef, elle a 30% d'intention de vote, elle a eu 26% en 2022, elle avait 4% en 2018, donc elle est très, très, très forte. Il y a un discours de Sergio Mattarella qui rappelle un certain nombre de fondements. Elle n'ose pas s'attaquer à Sergio Mattarella parce que, donc, il est le président de la République, le symbole de l'unité des Italiens, et c'est l'homme politique le plus populaire, et l'institution est la plus populaire. Et c'est énorme. Sergio Mattarella, quand il se déplace en Italie, il est accueilli par des foules enthousiastes. Bien sûr, pas simplement quand il inaugure la saison de la Scala Milan, parce que tu pourrais me dire, c'est juste les élites. Non, il a une forme de popularité. Donc, ça nous fait réfléchir
que, effectivement, la démocratie italienne, par exemple, qu'on présente souvent, surtout en France, comme une démocratie caractérisée par le clientélisme, la corruption, les multiples défauts, l'anomalie italienne, on a dit pendant des décennies et des décennies, mais ce pays a réussi, malgré plein de problèmes, à construire une démocratie relativement, en tout cas pour le moment, relativement solide, et que donc ces populistes-là doivent la prendre en compte. Ce n'est pas le cas, tu vois, d'après moi, en Hongrie et en Pologne, où il y avait moins de tradition démocratique, et effectivement, Viktor Orban a pu transformer cette démocratie hongroise, nouvelle, surgie après 1989, après la chute justement des régimes communistes, en une démocratie dite illibérale. Nous n'en sommes pas en Italie en démocratie illibérale. On reviendra sur ce mot d'illibéral, parce qu'il lui aussi, il a besoin de définition, mais ce qui pose la question des contre-pouvoirs, parce qu'une des choses auxquelles s'est attaqué Orban en Hongrie, c'est les contre-pouvoirs, la justice, la presse, etc. Et on voit que Donald Trump fait la même chose aux États-Unis. Il essaye d'affaiblir les contre-pouvoirs, il a neutralisé d'une certaine manière le Congrès, il s'attaque à la justice, il délégitime la presse, quatrième pouvoir si on veut. Et en Italie, les contre-pouvoirs tiennent ? Pour le moment, oui. Il y a une cour constitutionnelle. Il y a justement le pouvoir des médias. Alors attention, hein, incontestablement, le gouvernement actuel contrôle toute la télévision publique. Il reste encore quelques petites zones de relative autonomie et liberté, un pouvoir influent, d'autant plus que l'autre moitié du paysage audiovisuel appartient à la famille de Berlusconi qui est donc dans la majorité. Oui, qui est dans la majorité, mais en même temps, par exemple, un des fils de Berlusconi a dit aux dirigeants de Forza Italia, va falloir quand même rénover un peu le parti, donc on pense que lui aussi pourra peut-être entrer en politique. Mais oui, il y a un problème avec l'audiovisuel et la radio publique et privée, même s'il y a des chaînes d'opposition, mais encore assez petites en Italie. Il y a des mesures d'intimidation à l'égard des journalistes de ta profession, c'est-à-dire un journaliste fait un article un peu véhément, un peu critique, le gouvernement est tenté de faire des recours judiciaires pour essayer de frapper au porte-monnaie les journaux. Oui, c'est vrai, mais enfin, il reste quand même une presse libre. Il y a surtout une volonté de détruire ce que Giorgia Meloni appelle l'hégémonie de la culture de gauche, donc notamment dans les médias, mais en général, je veux dire, dans la culture. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nomment systématiquement dans les institutions culturelles publiques des gens à leur main, qui sont sur leur position. Là encore, un tout petit peu de nuance. Moi, j'essaye vraiment d'être nuancé. Par exemple, à la Biennale de Venise, qui est le plus grand événement culturel de l'Italie, avec un rayonnement international, a été nommé quelqu'un qui est de droite, mais qui est en même temps musulman, et qui, de la vie générale, moi j'ai interrogé beaucoup de gens, disent non, je veux dire, on n'est pas menacé. Mais dans d'autres institutions culturelles, bon, il y a le choix de quelqu'un qui est supposé faire une politique culturelle en accord avec les grandes idées du gouvernement. Et qu'est-ce que c'est ces grandes idées du gouvernement ? Dieu, famille, patrie. Donc voilà, ça, il faut que ça soit présent. Il y a des pressions aussi sur le cinéma, faire des films de ce type-là. Il y a une réforme de l'école qui va être engagée. Cette réforme de l'école porte par exemple sur les manuels d'histoire. C'est toujours la même chose, et de donner une histoire qui soit beaucoup plus centré sur la nation et les grandes le gloires récit de la national. Nation. Voilà. Il y a eu des expositions, puisque je parlais des institutions culturelles qui ont soulevé de grosses polémiques. Il y a eu une très belle exposition que j'ai vue à Rome, très intéressante sur le futurisme. Moi, j'ai découvert plein de choses. Mais alors, il y a une chose que je n'ai pas vue, pour une bonne raison, c'est on ne parle quasiment pas des liens qu'avaient les futuristes, donc M. Marinetti et d'autres, avec le fascisme, alors qu'il y a eu des liens très forts. Ça, on évacue ce genre de choses. Et puis, ce qui est peut-être le plus préoccupant, c'est pas tellement à mes yeux la réforme de la justice, parce que les Italiens vont être appelés à voter là-dessus. C'est une réforme qui vise à séparer les carrières. C'est une réforme qui est contestée, bien sûr, mais tu vois, il y a par exemple des magistrats et des gens de gauche, donc à l'opposition, qui vont voter oui à ce référendum. Donc c'est un peu compliqué, mais surtout les Italiens trancheront. Il y a la possibilité d'une réforme institutionnelle pour donner plus de pouvoir à la présidence du Conseil. Là aussi, ça passera par un référendum. Donc les Italiens trancheront. Après, on peut être d'accord ou pas, mais c'est le peuple qui tranchera. Mais ce qui est plus préoccupant, à mon sens, c'est une loi qui est passée sur les questions de sécurité, qui, au nom de la défense de la sécurité, quand on regarde bien le texte de loi, peuvent
peut véritablement menacer la liberté de manifester. Ça, c'est incontestablement. Et il y a eu des protestations de beaucoup de constitutionnalistes et de juristes disant que cette loi est dangereuse. Elle n'a pas été appliquée, mais tu organises une manifestation qui n'est pas autorisée, tu peux avoir des sanctions extraordinairement lourdes. Alors on peut dire, justement, ce n'est pas dans le respect de la loi, mais on sent qu'il y a des tentatives de ce type-là. Et puis il y a une polarisation politique très très forte. C'est toujours la même chose. Tu citais Trump, tu n'as pas d'adversaire, quoi. C'est des ennemis. Et donc pour Giorgia Meloni, l'ennemi par définition, c'est la gauche. La gauche, en fait, c'est les communistes, même s'il n'y en a plus, mais c'est ça. Ah oui. Il y a un sujet sur lequel elle a surpris, c'est l'Ukraine, puisqu'elle a dans sa coalition Salvini, qui est un trumpiste, un peu poutiniste. Trumpiste et poutiniste. Exactement. Mais il y a une photo, avant qu'il soit ministre, où il est en t-shirt avec à l'effigie de Poutine sur la place rouge à Moscou, qui est quand même incroyable. Et malgré ça, elle est restée, elle a collé à la politique européenne de soutien à l'Ukraine. Elle est même très active sur ce point. Ça correspond à quoi? C'est de l'opportunisme? C'est cette stratégie dont tu parlais, que pour influencer l'Europe, il faut être un bon élève de l'Europe? En fait, dès l'invasion de l'Ukraine par les Russes en 2022, elle avait eu certaines phrases un peu avant. Elle crée ce parti Frères d'Italie en 2013. Elle avait fait des déclarations plutôt favorables à Poutine, pas aussi enthousiastes que Matteo Salvini, mais dès 2022, à l'époque, c'est un gouvernement dirigé par Mario Draghi qui décide immédiatement d'être aux côtés de la France et de l'Allemagne pour justement condamner cette invasion et même prendre un certain nombre de dispositions en faveur de l'Ukraine. Elle s'y rallie tout de suite en considérant qu'un pays comme la Russie ne peut pas attaquer un autre. Et donc, comme elle est nationale populiste, il faut défendre la souveraineté nationale. C'est pas admissible. Mais il y a un autre élément très important à prendre en considération, c'est qu'elle s'inscrit dans la continuité de la politique de la République italienne par rapport aux États-Unis. À l'époque, en 2022, le président des États-Unis, c'est un démocrate, c'est Joe Biden. Et l'Italie a toujours voulu être le meilleur allié des États-Unis et rester dans l'OTAN. Et au contraire, il y a plusieurs bases. Il y a le quartier général de la flotte méditerranéenne. Il y a une base en Sicile, il y a une base dans le nord-est de l'Italie, donc il y a une présence américaine, et donc elle est dans la continuité de la politique étrangère américaine. On peut en parler, elle a de très bons rapports avec Trump, on peut en parler, mais en 2022, c'est Biden. Et elle va voir Biden et elle est très bien accueillie par Biden. Et je dirais même que, alors, quand tu dis elle est complètement alignée, attention, elle n'est pas pour la position, elle ne veut pas envoyer de soldats. Voilà. Bon, après, il y a plusieurs nuances. Et pourquoi? Parce qu'elle est obligée de prendre en compte, effectivement, la Ligue dans sa coalition, comme tu l'as dit, qui est, il faut faire la paix à toute vitesse, la profonde culture pacifiste italienne, qui est l'héritage de la culture catholique, toujours vivante, mais l'héritage aussi de l'ancien Parti communiste italien, le plus puissant parti communiste de toute l'Europe occidentale, qui faisait des grandes campagnes pour la paix, en général pour défendre l'Union soviétique. Et donc ça, c'est resté dans les mentalités. Et puis aussi des intérêts bien compris des millions d'entrepreneurs italiens. Ça, je l'ai compris récemment. Si tu veux, l'économie italienne repose sur une structure de petites entreprises très dynamiques. Or, un de leurs marchés principaux, c'est l'Ukraine et la Russie. Et donc, pour le moment, ils sont bloqués pour leur business. Et donc, ce qu'ils veulent maintenant, tous ces chefs d'entreprise, c'est la paix à n'importe quel prix, parce qu'ils veulent relancer leur activité économique et commerciale. Et par ailleurs, le mouvement 5 étoiles dont on a parlé, et même la formation de gauche un peu radicale qui s'appelle AVS, Alliance Vert Socialisme, plus le Parti démocrate de centre-gauche, sont plutôt aussi sur des positions pacifistes. Donc, et l'opinion publique est largement pacifiste. Et là, elle n'a pas cédé. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on dit, je disais tout à l'heure, et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir de la nuance. Elle est populiste, elle exalte le peuple, oui, mais là, elle va contre une partie de son peuple. Il y avait un sondage il n'y a pas très longtemps fait par le Grand Continent à travers l'Europe, et l'Italie tranchait avec le reste de l'Europe sur le soutien à plus de défense européenne, etc., était beaucoup plus en retrait que les autres pays, même la France ou d'autres. C'était assez surprenant, mais ça correspond à ce que tu viens de décrire. Le pacifisme est très puissant. N'oublie pas que l'Italie a connu 20 années de fascisme et donc d'un régime belliciste, agressif, qui s'est engagé dans la Seconde Guerre mondiale. L'Italie a été mal préparée, ça a été un désastre. Et dans la Constitution italienne, il est dit l'Italie répudie la guerre.
comme moyen de résolution des conflits. Donc c'est vraiment très ancré. Et la Constitution italienne, on l'étudie en classe. Hein. Moi, je suis très souvent surpris de voir des jeunes qui connaissent des articles de la Constitution. Si tu interroges même mes étudiants de Sciences Po, ils ne sont pas toujours au courant de tous les articles de la Constitution de la Ve République. Oui, c'est intéressant. Il y a un sujet sur lequel, peut-être pour revenir sur la question de la définition, qui est celui de à quel moment, quelle est la limite du populisme, à quel moment on tombe dans l'autoritarisme ou dans le totalitarisme. C'est-à-dire, par exemple, si on prend un exemple, puisque c'est toujours plus parlant, Erdogan en Turquie, qui a eu un côté populiste très fort, d'incarnation, voilà, il correspondait à une partie des définitions que tu donnais au début. Aujourd'hui, il emprisonne le seul homme capable de le battre dans les élections, le maire d'Istanbul, Imamoglu. Est-ce que là, on n'est plus dans... On a quitté cette sphère de la démocratie libérale ou illibérale, on est passé du côté de l'autoritarisme. Est-ce que le test ultime, ce n'est pas finalement la réversibilité, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Pologne, il y a eu plusieurs années du PiS, qui était un mouvement populiste, certainement, et qui a perdu les élections et qui a quitté le pouvoir, même si depuis il a regagné la présidence. Alors, dans le cas polonais, un mot, effectivement, tu as raison, le droit et justice, le parti a perdu les élections, mais la présidence est aux mains d'un membre de PiS qui montre qu'on n'en a pas fini. Il y a encore un ancrage social, il y a toute une partie de la population qui se revendique et qui se reconnaît dans ce parti. Moi, je crois qu'il faut faire des gradations, et je vais m'expliquer. Effectivement, ces formations populistes, d'abord, elles transforment complètement le mode de faire la politique. Je vais aller très loin. Même sans arriver au pouvoir, ils ont gagné, peut-être dès maintenant. Parce qu'ils imposent leur thématique, ils imposent leur agenda, ils imposent leur temporalité, ils imposent leur mode de faire la politique tellement fort que ceux qui veulent combattre les populistes, moi c'est ce que j'appelle le populisme intermittent. Exemple, Macron en 2017, lorsqu'il s'empare, enfin lorsqu'il gagne les élections, sur le fond, il s'affronte à Marine Le Pen, et c'est clair qu'ils n'ont pas la même conception de la vie, de la politique, de l'Europe, mais il va se présenter comme le candidat anti-système, ce qui fait sourire, parce que justement, pour combattre, il a besoin d'utiliser un certain style, justement, qui est celui des populistes. Et donc, c'est pour ça qu'avec mon collègue Ilvo Diamanti, quand on a écrit le livre Peuplecratie, tu as dit c'est bizarre ce mot, je pense qu'il faut l'expliquer. Ça sonne mieux, je reconnais, en italien, parce que ça donne popolocratia, donc ça chante. Voilà, ça chante, oui. C'est plus évocateur. Et c'était l'idée, ces démocraties sont en train de se transformer. Ce n'est plus justement la démocratie avec ses pouvoirs et ses contre-pouvoirs, c'est l'incarnation qui l'emporte, c'est la présidentialisation, c'est la médiatisation à outrance, c'est une démocratie qui n'a plus de médiation par les partis ou par les associations, par les syndicats, mais c'est de l'incarnation à travers un leader, et ils imposent leur temporalité de l'urgence en permanence. L'urgence grâce aux réseaux sociaux en plus, aux télévisions d'information, aux chaînes d'information continues, et justement tout est simple. Il y a un problème avec les immigrés, il n'y a qu'à faire ceci. Donc nous, on a dit, on est entré peut-être dans quelque chose d'autre, puisque justement, y compris ceux qui veulent les combattre, utilisent parfois les mêmes moyens. Donc on a appelé ça la peuplecratie, c'est-à-dire le pouvoir justement de la souveraineté du peuple sans limite. C'est une vieille question. Jusqu'où doit aller la souveraineté du peuple? Est-ce qu'elle est sans limite ou est-ce qu'il y a justement des contre-pouvoirs pour limiter celui qui obtient le pouvoir, pour éviter qu'il soit pris par une hubris, c'est-à-dire par un délire de puissance, et imposer ce que Tocqueville voit d'ailleurs aux États-Unis quand il fait son voyage en Amérique et qu'il écrit de la démocratie en Amérique, la tyrannie de la majorité. J'ai gagné, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Donc, c'est Trump. Alors, c'est Trump. Et donc, ça, c'était une première étape. L'étape suivante, c'est la démocratie libérale. C'est-à-dire que ces populistes arrivent au pouvoir, c'est le cas de Orban, c'est le cas de Erdogan, exactement ce que tu as dit. Démocratie, on vote toujours, même si la compétition est de plus en plus biaisée, parce que justement, c'est de plus en plus difficile d'avoir des candidats au même niveau d'opportunité pour se faire entendre. Et puis, progressivement, on réduit toutes les libertés. Mais officiellement, on vote. Et on peut même avoir, effectivement, des communes, des villes importantes. Budapest est aux mains de l'opposition à Orban, par exemple. Mais c'est une démocratie libérale. Mais l'étape suivante, c'est celle que tu indiques, c'est effectivement un régime autoritaire. Et alors, le cas américain est emblématique en ce moment. Parce que là, s'instaure quelque chose d'inédit, d'après moi.
Parce qu'on était habitué, historiquement, jusqu'à aujourd'hui, à l'affrontement entre démocratie et dictature. On a connu ça, si j'ose dire, pas toi et moi quand même si nous sommes âgés, mais on sait que dans les années 30, c'était l'affrontement, justement, la Russie soviétique, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste contre les démocraties. Bon. Et aujourd'hui encore, c'est dans cette prolongation, d'après moi, que vient la Russie de Poutine et la Chine de Xi Jinping. C'est des régimes de dictature. Même si aujourd'hui ils disent nous sommes des démocraties, ils se présentent comme des démocraties. Mais c'est des régimes de dictature qui contestent la démocratie pour la Russie, qui veulent déstabiliser profondément nos démocraties. Mais maintenant, aux États-Unis, au cœur du monde occidental, dans le pays qui a inventé une grande partie de nos démocraties, il y a cette conception qui a été théorisée dans le discours de vice-président américain Vance le 14 février 2025 à Munich, qui dit en gros, nous sommes les vrais démocrates, nous les Américains, nous l'administration Trump, on a gagné les élections, la souveraineté du peuple est sans limite, la liberté doit être absolue, sauf pour les ennemis de la liberté. Donc le New York Times, CNN, etc. La liberté absolue. Et vous, Européens, vous n'êtes pas des régimes démocratiques parce que vous étouffez les libertés avec vos règles et vos réglementations. Et donc, il faut que vous libériez la potentialité du peuple. Il faut que vous alliez au peuple. Et d'ailleurs, on voit quelle conception le vice-président américain a du peuple, puisqu'il n'a pas reçu le chancelier allemand à Munich, mais la dirigeante du mouvement d'extrême droite et populiste, l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne. Et donc, au cœur de l'Europe, au cœur du monde occidental, on a, je vais employer un grand mot, un schisme démocratique. Comme on a connu au XVIe siècle un schisme entre catholiques et protestants, au cœur de la chrétienté. Et donc, d'un côté, il y a les États-Unis avec leurs alliés, qui ont été indiqués dans le dernier document de la stratégie les partis patriotiques. Les patriotiques. Qui est un mot de code. Exactement, pour ces partis dont on parle, le RN en France, Fratelli d'Italia, Frères d'Italie en Italie, le Fidesz de Orban, AfD, etc. La réforme au Royaume-Uni. Exactement. Et puis le reste de l'Europe. Donc on est confronté à ça, c'est un des enjeux fondamentaux dans lequel nous sommes. L'Europe est confrontée à cette question, quelle démocratie va l'emporter ? Celle sur le modèle américain qui est théorisée, proposée, relayée par un certain nombre de leurs alliés, même si certains prennent quand même un petit peu de pincettes, c'est le cas de Giorgia Meloni, un peu plus prudente, mais en gros c'est ça, ou la conception de notre démocratie qui par ailleurs doit être rénovée. C'est le grand enjeu, ce sera l'enjeu d'ailleurs d'après moi en 2027 dans 3 pays au moment des élections. Bien sûr, il y a des questions sociales fondamentales, le pouvoir d'achat, la santé, tout ce que tu veux, c'est fondamental, le réchauffement climatique, bon. Mais c'est la Pologne, la France et l'Italie. 2027, dans ces 3 pays, on va avoir 3 élections absolument cruciales pour le devenir de ces 3 pays, mais pour le devenir de l'Europe. Et j'ai rencontré récemment un lieutenant de Meloni qui passait à Paris, et qui doit être le même, et qui me... Et le scénario qu'il esquissait, c'était le basculement effectivement de pays comme la France dans le camp patriotique et une alliance au niveau européen entre le PPE, donc la droite traditionnelle, et l'extrême droite, qui exclurait la coalition actuelle qui dirige l'Europe depuis des décennies maintenant, qui est avec les sociodémocrates, les libéraux, etc. Et donc on aurait ce qui se passe en Italie, qui se passe de plus en plus un peu partout, cette alliance droite-extrême droite, qui serait à l'échelle européenne et qui changerait la nature de l'Europe. Ah mais c'est l'objectif de Giorgia Meloni, c'est très clair, c'est vraiment ça. C'est la différence par exemple entre Giorgia Meloni et Marine Le Pen, très clair. C'est Giorgia Meloni essaye de faire exactement ce que tu dis, et ce que tu as rapporté, cet homme qui par ailleurs est un libéral, lui, qui dirige un petit think tank libéral, mais qui est proche de Giorgia Meloni, et c'est exactement ça, c'est on va faire une alliance avec les partis traditionnels de la droite sur les questions d'immigration, sur les questions de pacte vert dans un premier temps, on va attirer Mme Ursula von der Leyen vers nous, alors qu'elle a été élue grâce aux socialistes, aux libéraux et avec l'abstention des Verts. Donc on va les détacher de ça et on va faire une autre Europe, avec une Europe où il y aurait plus d'espace pour les nations, pour la souveraineté nationale. C'est effectivement l'objectif de Giorgia Meloni. C'est pour ça que, tu le rappelais, elle a une situation de relative stabilité politique depuis 3 ans. Elle est très populaire. Alors attention, hein, parce que très souvent on me dit ah, mais tous les Italiens votent pour elle. Non, 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 attention. Elle est créditée de 30% d'intention de vote, mais quand tu prends les blocs électoraux, le bloc actuellement
actuellement au pouvoir, c'est 45 à 47%. Le bloc de l'opposition, c'est la même chose. Donc l'Italie est divisée en deux. Le seul problème, c'est que d'un côté, ils sont unis, et de l'autre côté, ils sont divisés. Et profondément divisés, sans un véritable leader. Ça rappelle quelque chose. Ben voilà. Et donc Giorgia Meloni a un boulevard, et elle a une grande ambition. Elle flatte l'esprit national. Je ne dis pas du tout un nationalisme agressif de type fasciste, pas du tout, mais c'est une fierté nationale, le Made in Italy. On pourrait dire avec elle, c'est Make Italy Great Again. Tu vois, il faut, et c'est pour ça qu'elle a cette projection à l'international pour dire avec moi, l'Italie est de retour. Je voyage à travers le monde. Moi, j'ai calculé qu'en un an, entre sa nomination en octobre 2022 et en 2023, elle a fait 37 voyages à l'international, sans compter les allers-retours entre Rome et Bruxelles pour les conseils européens. Parce qu'elle voulait se faire connaître, reconnaître, acquérir une crédibilité. Et y compris, d'ailleurs, c'est très intéressant à suivre du point de vue français, dans les sphères d'influence traditionnelles, historiques françaises, en Afrique ou au Maghreb, où elle a une politique très active. Très active. L'Italie est de retour, mais dans le cadre justement d'une alliance avec le PPE. Et ça, par exemple, Marine Le Pen, elle n'est pas d'accord. Marine Le Pen, elle considère que les partis de droite classique, c'est des adversaires. Donc pas question de faire alliance, y compris parce qu'elle est beaucoup plus eurosceptique que l'Italie. Mais l'Italie, Giorgia Meloni, elle n'est pas folle. Elle a besoin de l'Europe, y compris pour l'argent. Financièrement, puisque il y a eu les 200 milliards du fonds Covid. Exactement. Et puis parce qu'elle dépend aussi d'une organisation patronale très puissante qui s'appelle la Confindustria, parce que les Italiens sont attachés à l'Europe, y compris sur le plan financier, à la monnaie unique. Donc elle ne peut pas quitter l'Europe, mais elle veut changer l'Europe de l'intérieur. Donc contrairement à ce que j'entends très souvent, elle est devenue une grande européenne. Non. Elle est devenue une grande européenne, mais avec une idée bien précise de l'Europe, pour parler clair, totalement opposée à celle du président de la République française, Emmanuel Macron. C'est vraiment deux perspectives totalement différentes. Ça se sent dans leurs relations d'ailleurs. Alors c'est des relations compliquées entre eux, même si je sais qu'ils s'échangent beaucoup directement, parce qu'il y a aussi des points de convergence. D'abord, la France et l'Italie sont deux économies convergentes, et à chaque fois qu'il y a des situations de tension, justement les organisations patronales, le MEDEF et la Confindustria font savoir au gouvernement vous allez baisser les tons là, parce que nous, on a besoin de continuer nos affaires. Des affaires qui signifient aussi des emplois, bien évidemment. Et donc, c'est un élément important. Il y a des désaccords importants. Il y a une rivalité entre deux personnes qui ont deux cursus très opposés. Mais il y a des points de convergence. J'en vois un qui est sur le fait que ces deux pays très endettés qui voudraient un peu plus de flexibilité, même si l'Italie a réduit considérablement son déficit public et sa dette, mais elle reste encore très élevée. Donc là, il y a des intérêts communs d'avoir une politique un peu plus souple, de faire peut-être des emprunts au niveau européen. Deuxièmement, sur l'Ukraine, après, il y a des désaccords sur les volontaires, mais quand même, il y a l'idée, on est aux côtés de l'Ukraine. Ça, c'est un élément important. Et puis, sur les questions du réchauffement climatique et sur les questions de l'immigration, la France macronienne regarde de plus en plus du côté de l'Italie. Voilà, alors qu'il y a eu des polémiques très fortes par le passé, là on a une convergence aussi sur ces sujets-là, pour le plus grand bénéfice là de Giorgia Meloni. Merci Marc, je pense qu'on a mieux compris, je pense, la question, la problématique du populisme, qui est une sorte de mot fantasmagorique et je pense qu'on a réussi à le faire rentrer dans un peu plus de sens. Merci beaucoup. Merci à toi, merci de cette invitation.